podcast, mais la suite donc de cette espèce de panorama anglais. Nous étions arrêtés à peu près à la British Invasion. Et ce soir, pour vous introduire, si je puis me permettre, c'est Benjamin Durand, un petit Bonsoir. nouveau. Voilà. Et du coup, donc on était un peu... c'est la suite de l'épisode de la British Invasion qui va naturellement couler vers le swing London. Donc nous sommes toujours en Angleterre, en Amérique. On n'arrête pas de traverser l'Atlantique, je sais. Et bien sûr, tout ce petit beau monde, entre-temps, entre deux podcasts, ont découvert Bob Dylan, etc. Et donc la grande chose, c'est que les Anglais, quand même, par Bob Dylan, ont compris qu'ils pouvaient exprimer leurs sentiments à travers leurs textes. Et c'est ça qui va changer tout. Et Satisfaction des Rolling Stones va un peu marquer un peu cette tendance, en tout cas de façon mainstream, en tout cas ça se vend beaucoup. Satisfaction devient numéro 1 des deux côtés de l'Atlantique parce que Jagger dit je suis pas satisfait, il y a plein de choses qui me vont pas. Et du coup Satisfaction est peut-être le dernier, un des derniers hits de la British Invasion qui va faire définitivement basculer tout ce beau monde vers le podcast suivant, le Swinging London, Benjamin. Voilà, Londres devient cool à nouveau, quoi. L'Angleterre n'espérait pas à ce niveau de développement. Enfin, l'Angleterre se remet quand même difficilement de la Deuxième Guerre mondiale. Là, ça va mieux. Là, c'est un bon coup de pouce, là, tous ces numéros aux États-Unis. En tout cas, sur la surface, effectivement, oui, mais ils ont vraiment un rayonnement mondial, etc. Et du coup, Londres devient une espèce de nirvana pour tout le monde et ça intéresse tout le monde. Ça va intéresser les cinéastes, évidemment. On ne sera que encouragé comme Antonioni d'aller regarder Blow Up pour voir exactement la fascination que le cinéma a pu avoir. Et donc Londres va devenir à ce moment-là un grand centre culturel. Favorisé par le fait que les groupes, pour des raisons diverses, finissent par se sédentariser à Londres, parce qu'ils ne tournent plus autour du monde pour des raisons diverses, et donc Londres devient l'endroit où tout se fait. Best to be. Et les Anglais vont redécouvrir leur culture victorienne, etc. Donc il y avait ce qui est une grande légende urbaine anglaise, l'affrontement pendant qu'il y avait la British Invasion entre les Mods et les Rockers. Donc il y a les fameux affrontements sur les plages de Brighton entre les Mods et les Rockers. Il pas Quadrophenia d'ailleurs. Absolument. Dans le film. Mais voilà, quoi, c'est ça qui se passe. C'est que, et à ce moment-là, dans les années 65-66, c'est les Mods qui prennent vraiment l'ascendant là-dessus. Donc, qui étaient les Mods ? Les Kings. Les Kings, les Who, etc. Mais surtout, c'était sociologiquement, c'était des prolos qui dépensaient tout leur fric pour avoir les costumes bien comme il faut, etc. Et qui ne juraient que par la musique soul américaine. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a de nouveaux groupes qui vont faire émergence. Ça va être les Who, qui vont avoir un succès uniquement anglais au départ, également des gens comme les Small Faces. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est marrant parce que les Who, on est déjà en 65 et c'est les premiers groupes, c'est le premier groupe, je pense, en tout cas, si on met de côté donc l'épisode précédent, qui vont commencer à se taper dans le répertoire James Brown, etc. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est les premiers à reprendre du James Brown, quoi. Voilà. Et puis le Tammy Show, qui est une espèce de révélation pour les artistes anglais qui y participent. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Il y a Jerry and the Pacemakers, qui est quand même devenu confidentiel. C'est un groupe de Liverpool qui est dans l'ombre des Beatles, donc peut-être vous n'avez pas entendu parler tellement de Jerry and the Pacemakers. Mais pour les fans de foot. Oui, à part les fans de foot, You Never Walk Alone a été composé par Jerry and the Pacemakers. C'est une reprise faite par Jerry and the Pacemakers, popularisé. Produite par George Martin d'ailleurs. Voilà, tout simplement, et donc est devenu l'hymne de Liverpool. Et donc du coup, on se retrouve un peu dans une ère où, l'Angleterre se dit, on a tout cartonné aux États-Unis, et du coup maintenant, la vie est à nous, quoi, le monde est à nous. Exactement, et donc Londres devient à ce moment-là une espèce de laboratoire. Les groupes anglais qui ont breaké les États-Unis avant se retrouvent pour des raisons X ou Y bloqués à Londres, etc. Et va commencer à se développer à Londres une espèce
de communion entre l'avant-garde artistique, musicale, la mode, etc. Et des gens qui vont être amenés à être connus par la suite comme David Bowie ou Mark Bolan sont à l'époque de jeunes mods qui traînent dans les alentours de Carnaby Street à Soho à Londres pour choper les bonnes fringues et vraiment chercher les bonnes influences. C'est exactement ce que j'allais dire. Vous avez qu'à regarder les photos. Là, d'un coup, après la British Invasion, vous avez qu'à regarder les looks de tous les groupes que vous aimez. Et ben voilà, ça commence à apporter du gilet en mouton. Et les fringues deviennent plus colorées et on se lâche et on fait un peu n'importe quoi dans le choix des couleurs. Et en plus, ce qui est super important, c'est que je vous parlais du Ed Sullivan dans l'épisode précédent. Du coup, la couleur aussi arrive. Tout ça fait que on arrive un peu en une dimension 3D. Et ça se ressent aussi dans la musique avec tout ce qui se passe dès 66. Voilà. Et notamment avec, je ne sais pas, tu as quoi comme... 66, on est là en 66. Il y a quoi qui sort en 66 ? Il y a Aftermath des Rolling Stones. Il y a et tous les singles qui sont satellites là-dedans, donc tous les Night Nervous Breakdown, Painted Black, etc. Du côté Beatles, on est sur Revolver, Paperback Writer, etc. Et j'ai peut-être envie de mettre l'accent un petit peu plus prononcé sur les Kinks, qui eux sont sur l'époque Face to Face et qui vont sortir le single absolu de l'été 66, qui est aussi l'été où l'Angleterre gagne sa seule Coupe du Monde en 66, qui vient un petit peu donner mondialement une espèce de résonance à ce mouvement-là de Swing London. C'est marrant que l'Angleterre gagne la Coupe du Monde à cette époque-là, après la British Invasion finalement. On est en juillet 66. Mais les Kings sortent à ce moment-là le single qui semble un petit peu caractériser tout ça, effectivement, Sunny Afternoon, qui est cette espèce de réflexion déjà très vieillotte pour quelqu'un qui a à l'époque 22 ans, mais qui est déjà très très nostalgique. Quoi. Est-ce que Sunny Afternoon a vraiment de l'impact sur l'Amérique ? Non, pas spécialement, mais sur l'Angleterre, oui. Mais de toute façon, l'Angleterre est en avance sur l'Amérique. L'Amérique est en train de... abonnés absents. Voilà. C'est du goût personnel, mais je veux dire, faut voir... Citez-moi, je veux dire, mettez-moi en commentaire les 6 groupes que vous adorez. J'ai dit 6 pour donner un chiffre un peu bête, mais qui vous plaisent en 66 aux États-Unis. Je veux dire, les Doors n'existent pas encore. Hendrix va devoir venir en Angleterre pour pouvoir se faire connaître et sortir ses premiers Hey Joe, etc. Mais d'ailleurs, c'est une super porte d'entrée. C'est Chas Chandler des Animals qui a vécu la British Invasion. On a un peu marre de faire de la musique et qui se dit bon, allez, je vais devenir impresario, et qui découvre cette espèce d'Américain délirant de Seattle qui est Jimi Hendrix, et qui va l'amener en Angleterre, lui faire les clubs boui-boui à la Gibus compagnie, et qui du coup va devenir une espèce d'icône anglais mais américain. Et du coup, on va se retrouver un peu dans le même paradoxe qu'on avait dans le premier épisode, c'est-à-dire qu'en 67, Hendrix retourne aux États-Unis pour faire montrer, et c'est là où les Américains découvrent leur propre vedette mise en valeur par les Anglais. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant au niveau des Anglais, c'est que après avoir eu l'expérience où ils ont fait redécouvrir aux Américains leurs racines, ils vont avoir pour souci de faire redécouvrir aux Anglais leurs racines exactement. Donc les racines de la culture victorienne, au niveau des fringues, au niveau de l'espèce de... C'est dingue quand tu vois les photos, je veux dire, absolument, ça change. Absolument. Et toute l'influence d'album, vous n'avez pas besoin de voir des photos. Et toute l'influence musicale, et comme les Anglais le disent, vaudeville, etc. Ouais. Donc effectivement, donc ça va être pour ça, pour les Beatles, tout ce qui va être introduit dans Sgt Pepper, etc. Ouais, même déjà avant, des revolvers en fait, non, pardon. Oui, un petit peu, Pepper, effectivement. Pour la couleur, c'est vrai. C'est très important en fait le fait qu'à la télévision, en fait, si vous comparez les Ed Sullivan Show, à partir de 66, par exemple, les Stones viennent à la télé et sont en couleur. Et du coup, même la différence entre la pochette noire et blanc de Revolver et de Sgt Pepper en couleur, enfin voilà, tout ça est très important à l'époque. Enfin, faut se remettre dans le contexte. Je veux dire,
on a l'habitude de voir des gens en costume, bien présentables, etc. Et là, d'un coup, les mecs se mettent à faire les friperies de Carnaby Street et se retrouvent avec, j'ai cité le gilet de mouton, c'est un peu bête comme exemple, mais c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, et puis se mettre des chapeaux. Brian Jones se met à porter des chapeaux à la Garbo. Enfin voilà, tout ça fait. Et dans la musique, ça se ressent. Toute cette mode s'exprime en fait dans les singles qui sortent, notamment Sunny Afternoon, qui est un single en couleur. Moi, quand je l'écoute, je me dis waouh! Par rapport à ce qui s'est fait avant, bam, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Technicolor, quoi. C'est un peu comme Richards dit. J'ai vu le Technicolor quand Elvis est apparu. Ça n'a rien à voir, mais c'est un peu ça, quoi, je veux dire. Mais parallèlement, c'est vrai qu'il y a quelque part une espèce d'acculturation de la jeunesse à deux vitesses à ce moment-là, parce que les Anglais se rendent compte que ce qui est vécu de façon assez idyllique par les beautiful people ne l'est pas forcément par les working class. Ah, oui. Et on voit la BBC, et la BBC fait un travail assez génial à ce moment-là, en donnant la parole à des cinéastes comme Ken Loach, qui vont alors il y avait déjà une tradition de cinéma, de télévision un petit peu sociale, notamment introduit par le film A Taste of Honey, qui avait été l'occasion d'une chanson sur le premier album des Beatles déjà, au niveau d'une passion pour un immigré noir, au milieu des années 60, il y a ce premier film que fait Ken Loach qui s'appelle Cathy Go Home, je crois, qui vient montrer une femme qui a un enfant à charge qu'elle n'a pas souhaité, qui est en train de galérer dans les rues de Londres. Lady Bird. Voilà aussi. Non, mais c'est le film dont tu parles, non? Non, c'est Cathy Go Home. Et Lady Bird, après, c'est la même chose, tout ça. Enfin, mais la même chose. En tout cas, c'est le même. Exactement, mais donc voilà, il y a cette espèce de choses en deux parties. Et je me souviens, vu qu'on parlait de Sunny Afternoon, ça vient parfaitement corroborer tout ce que je dis. C'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer un artiste absolument génial qui s'appelle Dudley Edwards, qui est la personne qui avait peint la voiture des Kinks sur le single de Sunny Afternoon, et qui ensuite a peint le piano de Paul McCartney. Paul, qui l'utilise tout le temps. J'espère que vous le verrez à l'U-Arena. Si on arrive à trouver des bonnes places, Paul, en mon concert le 28 novembre. J'en profite pour glisser une info perso, mais n'y allez pas si vous aimez vraiment la musique. Mais allez-y si vous avez envie de triper. Pardon, je te coupe pas là-dessus parce que je suis content. Donc, ce qu'il me disait qui était assez impressionnant, Dudley, c'est que lui était originaire du Yorkshire, de Leeds, et il était à Londres pour essayer d'être artiste, etc. Et quelque part, il était un espèce d'envoyé de la province pour dire aux Beatles comment toutes les évolutions étaient vécues en province. Et les Beatles restaient extrêmement soucieux de ne pas être trop branchés, en fait. Bah oui. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que eux voulaient garder leurs racines très anglaises, après avoir été à l'autre bout du monde pour faire connaître tout ça. Et c'est ça qui, à mon avis, explique aussi pourquoi ils ont voulu faire Strawberry Fields et Penny Lane. C'est que, mine de rien, ils voulaient rester attachés à leurs racines. Ouais, non mais là c'est un exemple absolument génial, parce que j'ai eu l'occasion ce week-end, j'ai revu le DVD des Beatles One, qui compile un peu tous les clips, et d'ailleurs Strawberry Fields n'étant pas numéro 1 officiellement, du coup Strawberry Fields, du coup les Beatles font appel à une espèce de réalisateur suédois pour mettre en scène le clip de Strawberry Fields, et finalement vous regardez ça, vous vous dites putain, mais c'est un des meilleurs clips que j'ai jamais vu. C'est absolument magnifiquement réalisé et c'est plein de couleurs, quoi. Je veux dire, c'est incroyable, je veux dire. Et puis c'est vraiment, c'est peut-être un très bon exemple simple du swing London, non. Je veux dire, dans ce qui est les habits, dans ce qui est la réalisation cinématographique de l'époque, même si ça reste un vidéoclip et que c'est pas du cinéma. Je veux dire, voilà, Strawberry Fields, Penny Lane.
enfin, les mecs sont complètement ailleurs, quoi. Je veux dire, on part dans une autre ère. Et c'est très, très, très bien. Ce single est vraiment représentatif de ce qui se passe, quoi. Il y a un tournant définitif qui est vachement plus marqué, d'ailleurs, chez les Beatles, qui étaient populaires de deux côtés de l'Atlantique. Mais Sunny Afternoon est un bon exemple aussi. Et Swing London, c'est Carnaby Street, c'est les mecs qui font les friperies, voilà. Et puis aussi, il faudrait écouter quand même des choses un petit peu négligées au niveau des. Pink Floyd, je veux dire, qui arrivent au même moment. Bah, c'est ce que j'avais envie d'en parler, mais il faut aussi écouter un très bon témoignage. C'est le formidable album des Rolling Stones, qui s'appelle Between the Buttons. Qui est vraiment déjà leur premier album enregistré à Londres depuis très longtemps, parce qu'ils avaient fini par enregistrer uniquement à Chicago puis à Hollywood tout ce qu'ils faisaient, et quand ils reviennent à Londres, c'est pour enregistrer Between the Buttons. C'est l'album le plus anglais des Stones finalement. Absolument. Avec Yesterday's Papers, My Obsession. Et qui précisément est un album. Something Happened to Me Yesterday. Voilà, c'est un album qui est à la fois préoccupé par des choses du quotidien, ce qui n'était pas le cas avant ça. C'est l'influence Dylan, hein. C'est l'influence Dylan, mais aussi l'influence de ce qu'ils vivent quand ils sortent dans le Londres de l'époque, qui redécouvrent la culture victorienne et qui vient. Ils font se mélanger toutes les influences, effectivement, Dylan, l'histoire victorienne, etc. Ils veulent apporter un témoignage de ce qu'est la vie à Londres à l'époque. Et comment l'Amérique reçoit Between the Buttons, Revolver, Sgt Pepper, tout ça? C'est le moment où l'Amérique commence à chercher, sa propre scène. Donc c'est vraiment le moment de bascule avec ce dont on parlera après. Parce que là, on est vraiment dans le début parce que Swinging London, de l'autre côté de l'Amérique, ce qui se passe, c'est que les Doors arrivent... et le Jefferson Airplane, etc. Le Flower Power se développe en fait finalement. Et les parties dans les squares, dans les grands parcs, etc. Ce qui va un peu introduire la troisième partie de notre époque anglaise. Mais une fois de plus, comme tu le disais tout à l'heure, l'Angleterre est à nouveau un petit peu en avance, parce que l'Angleterre amène un nouveau concept de groupe, c'est-à-dire les groupes qui sont beaucoup moins sur une espèce de photogénie, mais plus sur une espèce de concept. Et là, effectivement, arrivent des gens, et ceux qui vont être les plus emblématiques là-dedans, ça va être Pink Floyd, effectivement, qui arrive. Pink Floyd est à la fois à l'époque mené par Syd Barrett, mais produit par Norman Smith, qui était l'ancien ingénieur des Beatles, et qui va... ils vont effacer leur personnalité, leur photogénie, derrière une espèce de musique qui n'a plus vraiment de frontières pop, on va dire, pour être vraiment uniquement dans l'expérimental, etc. Ce que les Américains vont mettre beaucoup de temps à comprendre, et ce qui va expliquer pourquoi, à l'époque, quand un groupe comme le Velvet Underground, qui va certes sur une autre ambition, essayer de vendre ça, va trouver assez peu de gens pour les suivre de façon populaire, mais Pink Floyd... C'est ça la magie du Swing London, c'est que en Angleterre, ce côté de Pink Floyd d'aller effacer le côté starification, va avoir son effet. Et donc les premiers singles de Pink Floyd qui sont produits par Boyd. Par le premier, Almond Lane. Parce qu'il y a une biographie géniale, une autobiographie de Boyd. De Joe Boyd, qui était un mec absolument incroyable, et qui était américain, et qui fait venir des bluesmen dans des salons qui finalement a été le promoteur des premiers Américains qui sont venus en Angleterre, parce qu'apparemment, lui il raconte ça très bien, je vous invite à lire ce White Bicycle, ça s'appelle, et donc il parle aussi de groupes qui jouaient dans des boîtes en Angleterre, comme The Move. Apparemment The Move, moi j'ai pas trop retrouvé ce que j'ai lu par leur discographie, mais apparemment The Move sur scène dans les clubs londoniens, c'était un truc assez incroyable, et je pense que c'est aussi l'incarnation de ce Swing London, quoi. Donc on est là à la croisée, les Stones qui essaient de suivre, les Beatles qui font Sgt Pepper, les Stones, on a parlé avec Between the Buttons, et les premiers singles du Floyd avec Syd Barrett, etc., et le premier album qui vient vite, quoi. Voilà. Mais est-ce que le premier Floyd il peut être considéré comme du Swing London? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment une émanation. Et il y a aussi ce fameux concert au Alexandra Palace, qui est quand même un endroit
magnifique à Londres où il faut vraiment aller, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est un peu la synergie de tout ce qu'on vient de dire. Le Alexandra Palace avait été décidé par la reine Victoria à la fin du 19e siècle pour être une espèce de palais du peuple. Donc, à l'époque, très en extérieur de Londres, mais après que Londres se soit développé, c'est devenu dans Londres, mais ça reste encore aujourd'hui assez à l'extérieur de Londres. Mais c'est sur cette colline qui surplombe Londres et où ce festival a eu lieu avec John Lennon qui vient et on le voit, il est filmé, etc. Et où Pink Floyd fait ses performances complètement très happening en fait, où vraiment la musique est surtout doublée de projections graphiques extrêmement élaborées. Comment on appelle ça déjà, ces projections graphiques vous savez, tout ce qui se passe derrière les écrans, mais ce qui a été fait à Monterey finalement, à Monterey. On va pas parler des festivals tout de suite parce que ce sera l'objet du podcast suivant, mais Monterey, c'est un peu finalement le début du nouvel ère et aussi un peu le paroxysme du swing London, quoi. Et où les Who vont vous donner des concerts, et Hendrix aussi, qui revient aux États-Unis et qui montre à l'Amérique qu'il a réussi en Angleterre et qui brûle sa guitare, etc. Mais comment ça s'appelle ça m'échappe. Mais vous savez, les projections derrière les groupes qui vont être popularisées par Bill Graham, j'ai oublié le nom. Ah, ça m'énerve parce que j'ai l'air d'un abruti, mais enfin voilà, tout ça, toutes ces couleurs, et puis les drogues, on ne peut pas non plus y échapper. Hein, je veux dire, c'est un peu le début aussi du cannabis. Bon, ça c'est déjà fait. Mais c'est le LSD. Oui, c'est le LSD qui commence à prendre le pas, et le Flower Power va bientôt grignoter là-dessus. Mais comment s'appellent ces murs d'images derrière? Enfin bon, il suffit d'aller voir les vidéos concerts. Démerdez-vous. Non, c'est pas une question, mais il y avait un nom. Derrière, ils projetaient en fait des images. Enfin voilà, apparemment c'était des images qui étaient adaptées à des gens qui prenaient du LSD, pour résumer. Tout à fait, non mais c'est ça. C'est ça qui est assez intéressant. Et cette expérimentation-là est vraiment l'illustration du laboratoire que Londres est à ce moment-là. Et l'espèce de... Voilà, c'est là-bas que tout se passe. Et c'est là-bas que les gens vont chercher un petit peu la vérité du moment, quoi. Voilà, mais je pense que c'est pas mal sur Swing London ce qu'on a dit. Tout à fait, parce qu'après ça, effectivement, il va y avoir une volonté d'aller exporter ça, et c'est ça qui fera l'objet des festivals qui vont vont repasser l'Atlantique aux États-Unis. Ce dont on va parler après, c'est voilà, tout ce qui va se passer sur le contexte politique, et dont on vous reparlera dans l'épisode 3, qui sera un podcast numéro 58, je ne sais plus, mais en tout cas, qui sera sur la partie 3 de l'Angleterre, ce panorama du rock. J'ai hâte d'écouter. Moi aussi. Je vous remercie. Bonne soirée.